Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette première masterclass qui concerne donc le cours de fondement historique du droit privé. Ce cours est donné par René Robé à l'UNAMUR mais aussi à l'UCL. Donc la première partie concerne le droit des personnes. Il faut savoir donc que le droit romain est donc divisé tout d'abord en trois parties, donc celle-ci, le droit des personnes, ensuite le droit des biens et enfin le droit des obligations. Donc tout d'abord, il faut savoir ce qu'est une personne. Et donc une personne en latin, à l'époque en droit romain, c'était donc persona. Et cela signifiait donc le masque, ce qui permettait d'individualiser et d'identifier en fait une personne à l'époque, notamment dans une pièce de théâtre. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'individualité, du rôle de chacun dans la société, donc à l'époque dans la cité. Et la définition de personne, c'est un être qu'un système juridique déterminé considère comme titulaire de droits subjectifs. Pour être une personne, il faut avoir deux capacités. La première est la capacité de jouissance, la seconde c'est la capacité d'exercice. Elles sont donc bien distinctes. La première, donc la capacité de jouissance, c'est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs. Elle requiert donc quatre conditions. La première, donc, c'est l'existence physique, la liberté, la citoyenneté et donc le fait d'être sous juris. Je les expliciterai un peu plus tard. Et donc, c'est une capacité de droit. Et la capacité de jouissance, elle est aussi appelée personnalité juridique, sont donc des synonymes. Quant à la capacité d'exercice, c'est donc l'aptitude à gérer soi-même les droits dont on est titulaire. C'est l'aptitude à les gérer, comme c'est dit. Et donc la capacité d'exercice, c'est la faculté à créer ses droits, à les transmettre, les éteindre ou alors les faire valoir en justice. Elle requiert donc trois conditions, la majorité, le sexe, l'aptitude mentale, tout simplement, et donc c'est une capacité de fait. Donc tout d'abord, l'existence physique. Donc il y a une espèce de petite feuille, c'est très vite fait, un petit pictogramme qui signifie qu'en fait, c'est une question qui est tombée à l'examen. Donc j'ai passé 5 fois l'examen, 3 fois l'année dernière, 2 fois cette année. Et donc, je suis tombée sur cette question. Donc, à chaque fois, je la mets au cas où elle pourrait potentiellement retomber les années suivantes. Donc, la première condition, c'est donc l'existence physique. Pour cela, il faut donc être un être humain. En droit, donc, les choses n'ont pas de droit, c'est bien connu. Et donc, les animaux sont des choses, juridiquement. Et donc, un être humain, il a donc la capacité de jouissance, mais aussi la personnalité juridique de la naissance à la mort. À la naissance, c'est uniquement s'il naît vivant et viable. Donc, pour cela, l'enfant doit bien naître vivant et viable. Donc, c'est vraiment un si et seulement si. C'est une condition suspensive. D'ailleurs, il y a en fait ce petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne reviens plus sur le nom. Donc, l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Et donc, en général, Mathieu Rollin, donc l'assistant, et Aurélien maintenant, ils appellent ça l'infans conceptus, un petit truc du genre. Je ne saurais pas le dire en entier parce que je ne parle pas latin, mais c'est ça. C'est important de bien le resituer, de bien préciser que c'est une condition suspensive, que donc le fœtus n'a pas de droit, mais c'est uniquement dans son intérêt au niveau de l'enfant. Et donc, il y a donc le proverbe l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Donc le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Et si l'enfant donc ne naît pas, il n'a donc pas la personnalité juridique, la condition n'est donc pas réalisée. Pour qu'elle soit réalisée, pour qu'il ait donc la personnalité juridique, il doit bien être vivant et viable, mais surtout il doit naître. Et donc, vivant et viable, il y a donc une définition, c'est donc que l'enfant doit disposer des organes vitaux et avoir manifesté des signes de vie pendant au moins quelques instants. Concernant la mort, donc la personnalité juridique, elle disparaît à la mort. C'est donc le bon moment en fait pour fixer les droits des héritiers qui vont recevoir matériellement les biens plus tard. Quand on meurt, les actions juridiques en fait liées à notre personne, elles vont disparaître, elles vont s'éteindre. Par contre, il faut bien faire attention que tout ce qui est lié à notre patrimoine, ça ne s'éteint pas, ce sera justement donné à on va les transmettre, pardon, à nos héritiers. Donc, au niveau des dettes, par exemple, ce sont les héritiers qui s'en occuperont. Par contre, au niveau de l'action juridique liée à la personne, il y a par exemple la victime de coups et blessures, l'action de Inura, oui. Elle ne pourra plus porter plainte contre nous vu qu'on sera mort et que ses actions donc seront éteintes.
Et donc voilà une petite ligne pour bien expliquer que donc à la naissance, on a les personnalités juridiques si et seulement si on est vivant et viable. Donc bien préciser la condition suspensive, bien expliquer donc le proverbe de l'enfant simplement conçu. Et enfin à la mort, donc on n'a plus de personnalité juridique. Par contre, c'est le moment donc de fixer les droits des héritiers. Les actions personnelles sont éteintes, mais les actions liées au patrimoine continuent. Ensuite, il y a la liberté. Il n'y a pas besoin d'énormément s'attarder dessus parce qu'il n'y a pas énormément à dire, à part le fait qu'il y ait les hommes libres, les affranchis qui n'étaient pas libres mais qui le deviennent, et enfin les esclaves. Cependant, je sais qu'en août, l'examen comporte des questions transversales, ce qui fait que potentiellement, René pourrait poser une question en parlant de cela. Mais au niveau de la liberté, ça m'étonnerait, mais on n'est jamais trop certain, autant quand même le connaître. Au niveau de la citoyenneté, par contre, ça, il peut potentiellement revenir dessus, parce que c'est hyper important de distinguer le droit du citoyen romain et le droit des pérégrins. Donc pour cela, il faut aller dans l'introduction, que je n'en parlerai pas parce que ça ne vaut pas la peine d'en faire une vidéo, mais il faut bien distinguer donc le jus gentium, qui est lié pour les étrangers, et le jus civile, donc pour les citoyens romains. Donc la troisième condition de la capacité de jouissance, c'est donc la citoyenneté. Donc pour cela, il faut bien être un citoyen romain. Et le critère de reconnaissance, c'est donc le sang. Si nos parents sont bien citoyens, en tant qu'enfant, on en est citoyen aussi, c'est logique. Donc dans le petit tableau en bas à gauche, j'ai donc noté que si les parents, donc le père et la mère, sont citoyens, en tant qu'enfant, je le suis aussi. Tant que la mère est mariée, on va suivre la condition du père. Donc si le père qui est marié à ma mère n'est pas citoyen, mais ma mère oui, je ne le serai donc pas parce que je vais suivre sa condition à lui. Par contre, si je n'ai donc pas de père, donc que ma mère n'est pas mariée, que ma mère n'est pas mariée, je suivrai sa condition à elle. Et donc, si elle est citoyenne, je le serai. Si elle ne l'est pas, je ne le serai donc pas. Et donc, pour savoir qui sont nos parents, pour ce qui concerne la mère, c'est assez évident, sachant que la grossesse et l'accouchement sont des faits visibles. Par contre, au niveau du père, c'est beaucoup plus dur à voir. Donc pour cela, les Romains ont établi une présomption de paternité, qui est donc l'enfant est censé être né des heures de celui qui était marié avec la mère durant la période normale de conception, qui ne peut remonter à plus de 300 jours avant la naissance. C'est donc une période de 300 à 180 jours avant la naissance. J'ai noté sur une petite ligne de temps parce que je suis visuelle et moi ça me permettait de bien voir. Donc au-delà de 300, ce n'est donc pas mon père. En deçà de 180, ça ne l'est toujours pas. Et donc ça me permettait de bien situer la présomption de paternité. Et enfin, la dernière condition, c'est l'autonomie au sein de la famille, donc le fait d'être sui iuris. Le fait d'être sui iuris, c'est le fait d'être son propre chef, de ne pas être sous la dépendance juridique d'un pater familias. Et donc ça s'oppose à alieni iuris, qui est donc être sous la dépendance juridique d'un pater familias. Donc, pater familias, c'est bien le père de famille, c'est le chef de la famille. Et donc, il y avait deux parentés à bien distinguer à l'époque. La toute première qui a fait son apparition, c'est donc l'agnatio, qui était basée sur l'autorité, la puissance. C'était une parenté patriarcale, d'où le pater familias. C'était donc une parenté agnatique. Elle permettait en fait de structurer la société romaine. Et donc l'agnatio, c'était le critère qui regroupe tous ceux qui sont sous l'autorité du même pater familias ou qui seraient sous son autorité s'il était encore en vie. Et donc entre eux, ceux qui sont agna, donc ce sont ceux qui dépendent d'un même pater familias ou donc s'il était encore en vie. L'agnatio, en fait, en droit romain, elle avait deux raisons d'exister. La première, elle était économique, c'est qu'on avait besoin d'une hiérarchie dans la famille. Il fallait donc un chef qui était donc le père de famille. Et c'est lui donc qui gérait aussi le patrimoine. Et ensuite, il fallait qu'elle soit culturelle, parce que dans l'agnatio, en fait, on va privilégier le lien père-enfant. La mère, elle est simplement réduite à la procréation. C'est un réceptacle, en fait, tout simplement, qui donne la naissance à l'enfant, mais sans plus. Ensuite, il y a donc la cognatio, qui va prendre le pas à partir du Bas-Empire sur l'agnatio, et qui est complètement différente. Celle-là, c'est une parenté qui est biologique. Il n'y a donc plus de distinction maternelle ou paternelle. Et donc, on dit aussi la parenté agnatique. C'est donc un critère qui va relier, au sein d'une même structure familiale, ceux qui ont au moins un géniteur commun. De nos jours, c'est toujours le critère de base qu'on utilise dans notre code civil. Et la cognatio, elle est utile pour fonder la prohibition de l'inceste, l'exogamie, le calcul de la proximité biologique, donc avec le comput romain, qui nous permettait de savoir à partir de quel degré tel membre de la famille
était par rapport à nous. Donc, à partir du quatrième, enfin, en deçà du 4e degré, on ne peut pas se marier avec nos proches. Et aussi les droits de succession. Et enfin, alieni iuris et sui iuris est tombé en désuétude, en fait, vu que ça n'avait plus d'intérêt. C'était vraiment uniquement utilisé avec l'agnatio. Et donc, à nouveau, à chaque fois, je ferai en fait un petit résumé très rapide de tout pour bien revoir les gros points vus. Et ça permet aussi de tout le temps revoir la matière, ce qui permet de l'étudier rapidement. Donc, on a bien l'agnatio et la cognatio. Et donc, l'agnatio, elle était basée sur l'autorité. Elle structurait la société romaine. Et elle avait 2 raisons. La première était donc économique, avec la hiérarchie, et culturelle, ensuite, donc avec la mère qui était destinée uniquement à la procréation. Et on privilégiait le lien père-enfant. Et ensuite la cognatio, qui était donc biologique, qui est le critère de base du Code civil. Quant à elle, elle avait 4 raisons: prohibition de l'inceste, l'exogamie, lien biologique et les droits de succession. Ensuite, donc, maintenant qu'on a vu la capacité de jouissance, on va pouvoir passer à la capacité d'exercice, donc, qui a donc 3 conditions: la majorité, le sexe et les aptitudes mentales. Pardon. Il y a donc 2 possibilités d'incapacité dans la capacité donc d'exercice. On peut avoir l'une mais pas l'autre. On peut avoir la capacité de jouissance mais pas la capacité d'exercice. Par exemple, en tant que femme, nous pouvons avoir la capacité de jouissance si on est bien donc citoyenne, libre, et qu'en plus de ça, on est sui iuris. Et donc, en tant que femme, donc, vu que la condition au niveau du sexe était masculin, on n'avait pas donc la capacité d'exercice. Comme il y a la majorité, un enfant mineur, s'il était sui iuris, il n'avait malheureusement pas la capacité d'exercice parce qu'il était donc mineur. Et donc pour cela, il y a des incapacités qui sont totales et d'autres qui sont dites partielles. La totale, c'est la représentation. Et ensuite, la partielle, c'est l'assistance. Donc quelqu'un va venir avec nous pour signer des contrats, ce qui permettra de les rendre valables. La représentation, c'est quelqu'un qui va signer ces contrats en notre nom et pour notre compte. Donc tout d'abord, la majorité. Dans l'ancien droit, donc la majorité, elle était à partir de 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. C'était donc l'âge de la puberté. Ça paraît très très jeune, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils vivaient en général jusqu'à 40-42 ans, grand maximum. Donc la jeunesse était vraiment relative. Ensuite, ça ne concernait que les garçons orphelins, parce que les femmes n'avaient pas la capacité d'exercice. Et enfin, à l'époque, Rome était une économie agricole fermée, en fait. Il y avait très peu de circulation de contrats. Et c'est seulement à la fin de la République que Rome va s'ouvrir sur le bassin et qu'il y aura une circulation de contrats beaucoup plus importante. Et donc, suite à cela, il va y avoir donc, une protection des jeunes par les magistrats, parce que comme à 14 ans, c'est très jeune pour contracter, mais ils vont très souvent se faire flouer, en fait. Et donc, pour cela, il y aura l'exception de minorité et l'action en répétition. Et donc, l'exception de minorité, c'est dès que le mineur a conclu un contrat, il se rend compte qu'il n'est pas intéressant, il peut invoquer sa minorité, et donc, c'est un moyen pour s'opposer au contrat défavorable. Et ensuite, donc, l'action en répétition, c'est dès qu'il a conclu un contrat et qu'il a commencé à payer, il peut demander à être remboursé. C'est donc le mineur qui agit. Seulement, ça va créer un effet pervers de la loi, donc c'est un effet législatif qui est non voulu par le législateur. C'est que le mineur, en fait, il sera surprotégé, donc plus personne ne voudra passer de contrat avec des jeunes. Ça n'aura plus d'intérêt, vu qu'au final, de toute façon, ils vont quand même rester protégés, donc les contrats n'auront plus d'intérêt. Et donc pour cela, la majorité, elle va passer à 25 ans. Et en plus de ça, il y aura une autre solution, c'est qu'il y aura une curatelle du mineur. Et donc, à chaque fois que le mineur de moins de 25 ans sera accompagné de son tuteur, de son curateur, dans ce cas-ci, le contrat sera considéré comme valable. Donc, c'est comme l'assistance avec l'incapacité partielle. Ensuite, il y a le sexe. Donc, pour cela, il faut obligatoirement être un homme. Les femmes donc, n'avaient pas de capacité d'exercice. Elles avaient une incapacité partielle d'exercice, hormis pour 3 autres capacités: la capacité pénale, la capacité de gestion au niveau des res nec mancipi. Pour ce qui est des res mancipi, donc les affaires de forte valeur, donc qui permettaient de développer l'agriculture. Donc cela était les chevaux, les bœufs, enfin vraiment tout ce qui permettait de développer leur agriculture. Elles étaient incapables sans tuteur. Et enfin, elles avaient donc la capacité matrimoniale, donc elles pouvaient donner leur accord pour que le mariage soit valide, et heureusement.
Donc au niveau de la capacité pénale, c'est simplement elles s'engagent pour leur délit si elles ont le discernement suffisant. Donc ensuite, il y a la cohentio in manum, pas on manum, c'est in. Et donc, il y a à nouveau le petit pictogramme. C'est donc un acte juridique qui peut accompagner le mariage et qui fait passer la femme sous l'autorité. J'insiste vraiment sur le sous l'autorité parce que ce qui revenait beaucoup lors des tutorats et aussi des corrections d'examen, c'était que beaucoup d'étudiants mettaient sous la main de son mari, alors que ça ne veut rien dire. En fait, il faut vraiment mettre sous l'autorité de son mari ou du pater familias de ce dernier. Donc cet acte juridique qui modifie donc le statut de la femme a également pour effet d'entraîner le transfert des biens de cette dernière dans le patrimoine du mari ou du pater familias de celui-ci. Donc la cohentio in manum, en général, elle vient à l'examen au niveau des définitions. Il faut la définir donc en 5 lignes. Dans l'examen, un conseil, dès qu'on vous dit 5 lignes, ne vous limitez pas à ça. Allez au-delà, vous n'allez pas perdre de points pour ça, justement. À chaque fois qu'on me demandait dans l'examen 5 lignes, je mettais beaucoup plus. Et heureusement que je faisais cela, ça me donnait vraiment des points en plus parce qu'en 5 lignes, c'est impossible. Et donc, la cohentio in manum, c'est vraiment ces 4 lignes qui sont juste là. C'est bien important de dire tout d'abord ce que c'est, la définition, et ensuite de dire son but, ce qu'elle fait. Donc, elle modifie le statut de la femme. Et en plus de ça, il y a un transfert des biens dans le patrimoine du mari ou du pater familias. Et donc, il faut par contre, pas ajouter que la femme sui iuris ne peut pas contracter de cohentio in manum, qu'elle a besoin d'un tuteur. On peut l'ajouter, c'est un complément, mais je ne pense pas que ça a quelque chose à faire dans la définition. Personnellement, je ne l'ai pas mis. Mais ça dépend de chacun. Ensuite, il y a donc l'évolution de la capacité de la femme avec Auguste, Adrien et la République. Je ne m'attarderai pas plus dessus, c'est dans le cours et c'est assez simple. Ensuite, il y a donc les aptitudes mentales. À nouveau, je ne vais pas m'attarder dessus. Avec Furiosus et Prodigue, c'est noté ici, il suffit de faire pause, donc de lire, tout est là. Et donc ensuite, le chapitre suivant, c'est le mariage. Et donc, c'est une union durable de 2 personnes, généralement de sexe opposé. Donc, il y a 3 types de mariage. Il y a le mariage romain, tout d'abord, le mariage chrétien, et ensuite le mariage d'aujourd'hui, qui est donc un mix du romain et du chrétien. Donc le mariage romain, d'après Modestin, c'est une union de l'homme et de la femme, une société pour toute la vie, une mise en relation du droit divin et du droit romain. C'est une définition très générale qu'il donne, mais la principale à donner, c'est bien de préciser que c'est un acte privé, consensuel et une institution à consentement continu. C'est très important de préciser ça, parce que donc, le consentement continu, c'est aussi l'affectio maritalis. C'est la volonté de vivre comme mari et femme. Tant qu'il y a un consentement, le mariage est valide en droit romain. Dès qu'il n'y a plus de consentement, il n'y a plus de mariage. Il n'est pas censé par contre durer la vie entière, parce que en droit romain, le divorce est extrêmement bien pris, il est même connu. Le mariage ne modifie donc pas le statut de la femme, sauf si elle contracte une cohentio in manum, ce qui va faire qu'elle sera intégrée juridiquement dans sa nouvelle famille. Elle va donc devenir la fille de son propre mari, elle sera agna de son mari, donc avec l'agnatio qu'on a vu un peu avant. Et donc ensuite, en mariage romain, pour pouvoir se marier, cela requiert 4 conditions. Et donc tout d'abord, l'âge de la puberté. Ensuite, il faut être ius connubi, c'est-à-dire avoir le droit de contracter un mariage reconnu par le droit civil romain, une proche parenté biologique, donc pour la prohibition de l'inceste et l'exogamie, et une absence de mariage. Donc le double mariage, la bigamie, était donc interdite en droit romain. Ensuite, il y a une évolution donc, de la cohentio in manum. En droit ancien, elle accompagnait généralement le mariage. À l'époque classique, ça devient la règle de se marier sans elle. À la fin de la République, elle devient exceptionnelle pour disparaître complètement sous le Principat. Ensuite, il y a la dot. Donc, c'est une question que j'ai eue 2 fois, je pense, peut-être 3, à définir donc à nouveau en 5 lignes. Comme vous voyez sur l'ordinateur, il n'y a même pas 5 lignes, et pourtant c'est la définition complète. Donc la définition, c'est peut-être défini comme un ensemble de biens de nature et d'importance variables, destinés à contribuer aux charges du ménage et transférés au mari ou à son pater familias par la femme, si elle est sui iuris, ou par son père, un parent ou un ami, si elle est alieni iuris. C'est bien important de préciser la différence entre sui iuris et alieni iuris. Ensuite, il faut bien dire son but. Elle est donc destinée à compenser les charges financières résultant de l'entretien de la femme et des enfants qui naîtront du mariage. Et à nouveau, elle ne s'arrête pas là. Elle a donc des caractéristiques qui font que c'est la dot. Et donc la dot, elle est incessible, inaliénable et transférée de manière irrévocable. Et voilà, ça c'est la définition complète. Avec ça, vous avez le point ou les points pour la définition.
Et donc, elle est différente de celle d'aujourd'hui, mais ça, il n'y a pas besoin de s'arrêter là-dessus. Et ensuite, il y a des exceptions à l'irrévocabilité, mais il n'y a pas besoin de le mettre dans la définition parce que ça n'a rien à voir là-dedans. Quand René demande une définition, c'est vraiment s'arrêter à ce qui va bien définir le concept de dot dans ce cas-ci. Donc les exceptions à l'irrévocabilité, c'est donc une dot constituée par un pater familias qui peut être restituée si sa fille vient à décéder. Si elle est offerte par un tiers, ils peuvent convenir avec le mari pour la rendre si jamais donc la femme décède ou s'il y a un divorce. Et enfin, l'actio rei uxoria, c'est donc l'action en justice qui permet à la femme de réclamer la restitution au moins partielle de la dot. Et donc il faut bien savoir que la dot, si le mari la vend ou hypothèque des immeubles d'auto, il sera responsable de son dol et donc de sa faute. Il ne peut pas faire cela, donc c'est dans ses caractéristiques. Elle est incessible, inaliénable et transférée de manière irrévocable. C'est donc une assurance au profit de la veuve. Le mari ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Et donc après donc, le mariage romain, il y a donc le mariage chrétien qui, lui, à l'opposé, n'est pas privé, consensuel ou à consentement continu. C'est donc un acte public, formel et à consentement instantané. Dès que l'on se dit oui, le mariage est valable. Et donc il requiert une formalité, c'est l'intervention d'une autorité, qui est encore le cas aujourd'hui quand on va à la mairie pour signer un acte, par exemple, ou alors qu'on échange des anneaux. Et donc le consentement est valable lors de la réalisation et il est considéré comme indissoluble. Et voilà, on peut s'arrêter là. Ensuite, le testament, c'est une question qui est venue lors de l'examen blanc de droit romain. Et donc, à nouveau, au niveau de la définition, c'est donc un acte juridique unilatéral à cause de mort et révocable. C'est donc une obligation légale dans le chef d'un citoyen qui se respecte. Seulement, elle ne s'arrête pas là. Voilà. Il faut bien définir ce que signifie unilatéral à cause de mort et révocable parce que il y a des définitions et chaque fois qu'on a des définitions à étudier dans le cours, il est très important de les remettre. Et donc, en plus de ça, il faut bien préciser que unilatéral donc, signifie l'expression d'une seule volonté, ne requiert pas le consentement de l'héritier au moment de sa composition. À cause de mort produit donc ses effets à la mort, par opposition à un acte entre vifs, sans effet avant la mort du découillus. Et enfin, révocable, le testament est donc modifiable jusqu'au dernier moment, contrairement à la vente. Et donc, jusqu'à la mort, le testateur peut modifier ou annuler son testament. Et donc voilà, ça c'est vraiment la définition complète. À nouveau, on ira plus loin que 5 lignes en l'écrivant ainsi, mais on ne s'arrête absolument pas aux lignes dites par René. En fait, les lignes données, il faut se dire que si vous êtes en dessous du nombre de lignes données, là vous vous inquiétez. Au-delà, vraiment, c'est pas grave. Et donc, il y en a 2 types. La succession légale, dite ab intesta, c'est celui qui n'a pas fait son testament. Et enfin, la succession testamentaire, qui est la vision romaine, tout simplement. Ensuite, il y a donc l'évolution du testament. Il y a donc le testament public qui se fait devant une assemblée. Le peuple sert de témoin et ça va nous permettre de désigner publiquement notre successeur 2 fois par an. Ensuite, il y aura le testament par mancipation, qui est une forme simplement d'achat fictif devant 5 témoins. Et un homme de confiance va venir acheter, pas véritablement, mais va venir acheter. Et donc, va venir acheter la succession. Et ensuite, il y a donc le testament écrit qui arrive à la fin de la République et qui est donc une forme simplifiée proposée par l'édite du prêteur. Et voilà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, le contenu du testament. Et donc, c'est un acte qui permet et qui doit désigner un ou plusieurs héritiers. Pour être valable, il doit impérativement désigner un héritier. En principe, on désigne qui on veut. Il y a donc l'ordre successif. À défaut un tel sera l'héritier. Et ensuite, il y a la substitution pupillaire, donc, qui a une définition. C'est donc le pater familias qui va désigner un jeune qui va le succéder. Mais si ce dernier n'atteint pas la majorité, il peut désigner un deuxième héritier qui va succéder à l'enfant si ce dernier meurt avant d'avoir atteint l'âge de la puberté et donc avant d'avoir pu faire lui-même son testament. Et il y a la liberté du testateur, donc il a une totale liberté, il fait ce qu'il veut tant qu'il respecte la pietas, qui sont le respect des valeurs familiales et de générosité envers les proches. S'il ne respecte pas la pietas, qui aujourd'hui est considérée comme nos bonnes mœurs, son testament peut être annulé.
Il y a aussi donc la part réservataire pour chaque enfant qui a sa part. Donc s'il a 3 enfants, il y aura 33% à chacun du testament. S'il en a 2, ce sera 50%. Et donc j'ai fait des petits schémas très rapides pour bien revoir la matière à nouveau, bien la structurer et surtout voir si vous avez bien tout en tête. Et donc pour être une personne, il faut la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La capacité de jouissance requiert 4 conditions: l'existence physique, la liberté, la citoyenneté et le fait d'être sous iuris. Dans l'existence physique, on doit donc être un être humain, on ne peut pas être une chose. La liberté, la citoyenneté avec la présomption de paternité, le fait d'être sui iuris avec l'agnatio et la cognatio. Ensuite, il y a donc la capacité d'exercice qui requiert, elle, 3 conditions: la majorité, le sexe et l'aptitude mentale. En ce qui concerne la majorité, on n'oublie pas qu'elle est tout d'abord à 14 ans, mais elle va passer à 25 et bien expliquer l'évolution, bien s'en souvenir. Cela peut être une question. Le sexe, donc il faut être un homme. Les femmes n'ont donc pas de capacité d'exercice, sauf pour 3 capacités, donc la pénale, la gestion et la matrimoniale. Et enfin, il y a son évolution avec Adrien, Auguste et sous la République, je pense. Et enfin, il y a les aptitudes mentales, donc le fait d'être saint d'esprit, de ne pas être prodigue ou furiosus. Ensuite, le mariage. Il y a donc le mariage romain et le mariage chrétien. Le mariage romain est donc privé, consensuel et continu. Il requiert 4 conditions et il a donc une évolution. Il y a donc la dot avec sa définition. Le mariage chrétien qui est donc public, formel, instantané, et donc à la différence du romain est considéré comme indissoluble. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Et on se revoit pour la deuxième partie de cette masterclass.